Bonjour, je suis Myriam Djokou, créatrice de Surmonter son passé podcast, votre podcast qui vous inspire à créer un avenir meilleur à travers des parcours de vie. Et avec le soutien de la communauté noire de Gatineau, nous vous proposons pour ce premier épisode une discussion avec Paulette Montero sur son vécu avec la violence conjugale. Oui, octobre est le mois de la sensibilisation sur la violence conjugale et nous espérons que grâce à cet entretien, les mentalités vont évoluer et les personnes concernées vont se sentir moins seules. Merci pour votre écoute et on attend vos retours. Merci. Bonjour et bienvenue à Surmonter son passé. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Paulette Montero et elle nous vient de Londres. Elle est maman de 2 enfants et je suis tellement contente qu'elle accepte de faire cette discussion parce que la discussion que nous allons avoir sur la violence conjugale est tellement importante dans notre communauté. Donc, bienvenue Paulette. Merci, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter toi-même avec tes mots? Je m'appelle Paulette Montero, je suis congolaise. Mon père est angolais, ma mère est congolaise, mais ayant vécu avec ma mère, donc je me considère congolaise. Je suis née en France, j'ai 6 sœurs et 2 frères. On n'est pas tous même mère, même père, mais je considère que ce sont mes frères et sœurs, donc je fais pas de demi. Je sais pas c'est quoi les demi. Donc, on est tous frères et sœurs. Je suis mère de 2 enfants, comme tu l'as dit. Je suis mère célibataire. J'élève donc mes enfants toute seule. J'habite à Londres depuis 2002 et j'ai fait des études médicales. Mais en ce moment, je travaille dans les écoles en tant dans l'administration des écoles, ce qui me permet de passer du temps avec mes enfants. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de me diriger vers l'administration des écoles. Donc, voilà. Et puis, j'ai écrit un livre et je suis aussi leader au ministère des Jeunes dans mon église. Ah, super. Je sais que tu travailles aussi dans des associations. Oui. On va en parler. Justement, on s'est rencontrés parce que j'étais dans un room de discussion avec toi où tu parlais de ton livre. Derrière ce sourire, non, ça s'appelle Oui, comme ça. oui. Derrière ce sourire. Et qui est aussi sorti en anglais, Behind the Smile, que je suis en train de lire en ce moment. Je suis complètement passionnée par ton livre et par ta générosité parce que tu donnes beaucoup dans ce livre et tu donnes beaucoup de clés pour comprendre, pour cette discussion qu'on va avoir. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de violence conjugale. Je vais te poser la première question. Comment t'es venu le courage, en fait, de commencer à parler? Euh, c'est venu au fil du temps. C'est pas vraiment venu tout d'un coup, je vais parler, mais c'est vraiment venu au fil du temps avec les encouragements que j'ai reçus la première fois que j'ai eu à partager mon témoignage. Donc, les encouragements m'ont vraiment poussé à vouloir partager parce que j'avoue qu'au début, on se sent un peu honteuse, on se sent un peu euh, anormal, limite à dire qu'on se sent un peu anormal de partager une telle histoire, de partager un tel vécu. Mais les encouragements des gens, même des étrangers autour, que ça m'a permis en fait de surmonter la honte et de vraiment me dire que non, ben, c'est une histoire qui vaut la peine d'être écoutée. Donc je me suis lancée, comme j'ai dit, petit à petit en écrivant un blog. Et après le blog, en fait, comme j'arrivais pas à écrire tout le temps sur le blog, on m'a conseillé d'écrire un livre comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Ben, j'ai écrit un livre. Voilà. C'est super. Et est-ce que tu peux nous parler de la première fois que tu as partagé ton histoire? Parce que je pense que c'est une étape vraiment clé, parce que tu as vu ton histoire d'une autre manière, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc la première fois que j'ai partagé mon histoire, je l'ai partagée dans une prison, au sein d'une prison. Donc, on m'avait invité à venir parler dans une prison, à parler à des jeunes filles. Donc, c'était spécifique aux jeunes filles. Et j'avais très peur parce que j'ai jamais été dans les prisons. Ma seule référence de prison, c'est ce qu'on voit à la télé où il y a toujours des révoltes, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, j'étais vraiment très mal à l'aise. Mais une fois que j'ai commencé à parler, en fait, j'ai vraiment été
en fait, j'ai parlé sans vraiment me soucier de ce qui se passait autour. Et une fois que je suis descendue de la plateforme, en fait, et recevoir les encouragements des filles qui étaient là, des filles quand je dis des filles qui étaient là, donc des prisonnières qui sont venues me voir. Certaines, je pense qu'il y en avait une, elle était en larmes parce qu'elle était passée par ça. D'autres n'étaient jamais passées par ça, mais en fait, de juste venir me voir et me dire que vraiment, tu ne ressembles pas à tout ce que tu nous racontes. Les encouragements qu'elles m'ont donné, en fait, m'ont donné tellement de force à ce moment-là que, ouais, je me suis dit, ouais, il faut partager. Ah, c'est génial, c'est génial. J'aime bien cette phrase, tu ne ressembles pas à ce que tu as traversé. Mm-hmm. Souvent, on voit les gens, on voit ils sont tout bien et on connaît pas leur histoire. On va un peu parler de ton histoire, si tu veux bien. Oui. Euh, dans quel contexte tu as grandi, Paulette? Donc moi, j'ai grandi, déjà ma première... Où tu es née, tout ça, en fait. Voilà. Oui, oui. Donc mon premier souvenir, le premier souvenir que j'ai, en fait, c'est à l'âge de 5 ans. Mon premier souvenir, c'est quand je suis arrivée au Congo, en fait. Pourtant, je suis née en France, comme je l'ai dit. Mon premier souvenir, c'est quand je suis arrivée au Congo. Je pense que j'ai fait un blackout sur ma vie d'avant. Donc, je me souviens de rien, absolument rien, jusqu'à l'âge de 5 ans. Ça, c'est mon premier souvenir. Donc, de ce que je sais, par rapport à ce qui s'est passé avant mon âge de 5 ans, c'est ce que mon père m'a appris à cet âge-ci. En fait, j'ai juste découvert il y a vraiment pas longtemps ce qui s'était passé, en fait, et je suis passée par le foyer. Donc, j'ai grandi en foyer. Déjà, quand on est arrivé au Congo, donc notre mère nous a laissés avec notre grand-mère pendant à peu près 3 ans. Ensuite, elle est revenue nous chercher. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvés au Congo. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés en France. Et à partir de là, en fait, c'est de là où la vie au foyer a commencé. Donc, j'ai été au foyer. J'ai été aussi en famille d'accueil. Et c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à à peu près l'âge de 13 ans. On voyait notre mère tous les 2 week-ends, donc c'est pas comme si je savais pas où ma mère était, mais je connaissais pas mon père et j'ai grandi comme ça. Donc, avant l'âge de 5 ans, jusqu'à 5 ans avant que tu partes au Congo, est-ce que tu as vécu avec ta mère un peu ou tu étais déjà en foyer à cette période-là? Donc de ce que mon père me raconte, puisque ma mère est décédée, donc je dois me baser sur ce que mon père me raconte. À un âge très jeune, ma mère en fait est partie. Elle nous a laissé moi et ma grande sœur. Elle nous a laissé avec notre père et on s'est retrouvés au foyer de là parce qu'il travaillait, il pouvait pas s'occuper de nous. Donc on s'est retrouvés au foyer à un âge très jeune en fait. Et voilà, c'est ce qu'il me raconte et que du jour au lendemain, pardon, notre mère est venue, elle nous a prises et c'est de là en fait on a atterri au Congo. Hmm. Et après, vous êtes revenu. Est-ce que, en tant qu'enfant, quand tu vois ça de ton point de vue d'enfant, est-ce que tu voyais venir les choses? Est-ce que quelqu'un t'a dit, maintenant tu vas partir au Congo, maintenant tu vas revenir en France? Ou voilà, Non, ça arrive. non, je me souviens pas avoir eu cette conversation. Comme j'ai dit, mon premier souvenir, c'est je suis en fait quand dans ma mémoire, je vois juste en fait la maison de ma grand-mère et le sable. Donc c'est mon premier souvenir. Donc je sais pas comment on est arrivé là-bas, mais je me doute qu'on est arrivé en avion, mais j'ai pas le souvenir d'être monté dans l'avion. J'ai pas le souvenir d'être dans une voiture pour arriver jusqu'à là où ma grand-mère habite, pardon, puisqu'elle n'habite pas dans le centre de Kinshasa. Donc j'ai pas ce souvenir-là. Mon premier souvenir, c'est je suis en haut d'une colline et je vois une maison en bas et je vois le sable. Voilà. Ensuite, pour revenir en France, non, je me souviens pas non plus avoir eu cette discussion quand notre mère est venue. Je me souviens pas qu'elle nous ait dit bon, préparez vos affaires. Peut-être elle a fait, mais j'ai pas ce souvenir-là. Hmm. Et les 3 années passées avec la grand-mère, c'était comment? Au début, c'était difficile puisque bon, nous on est là, des petites Françaises qui parlent que français, donc on a dû apprendre la langue donc qui est le Lingala. Après, on a dû aller à l'école, bien sûr. Bon, j'avais pas de souvenir d'école en France, donc bon, c'est mon premier souvenir d'être allé à l'école. Après, c'était super, hein, franchement, j'ai vécu de bonnes années.
j'ai vécu de bonnes années. Ma grand-mère, elle était super. C'était moi en fait, c'était bien. La famille là-bas était unie. On était tout le temps chez les uns chez les autres et c'est des bons souvenirs. Je garde vraiment de bons souvenirs. Ah, c'est génial, j'adore. J'adore. Donc, après, tu dis que quand tu es revenu en France, donc tu étais en foyer jusqu'à 13 ans, tes 13 ans, c'est ça, hein? Mhm. Euh, Ça se passait comment pour toi en foyer? Donc, tu voyais ta mère les week-ends. Ouais. Euh, la vie au foyer, c'est comme je dirais un peu une vie industrielle, je dirais, parce que il y a beaucoup d'enfants, donc on n'a pas vraiment ce, cet amour d'une famille, d'un père, d'une mère, donc on grandit, c'est vraiment à la chaîne, allez vous laver, c'est l'heure du petit déjeuner, aller à l'école, c'est vraiment à la chaîne un peu, mais je peux dire que j'ai été, par la grâce de Dieu, j'ai été dans de bons foyers. J'ai été dans de bonnes familles d'accueil, donc j'ai pas eu ce traumatisme d'être dans un foyer où des choses horribles. Bon, j'ai eu une expérience horrible en foyer, mais quand je regarde dans l'ensemble, j'ai été dans de très bons foyers, j'ai eu de très bons éducateurs, des assistantes sociales qui ont vraiment soutenu notre mère et qui nous ont aussi soutenus, qui ont permis aussi qu'on puisse avoir ce temps-là avec notre mère aussi. Euh, donc oui, c'est très intéressant en fait d'être avec beaucoup d'enfants dans les dortoirs où vraiment vous êtes là, des chambres de 4, des chambres de 2, évoluer comme ça en fait. Et pour moi, c'était devenu une vie normale, c'était ma vie, je suis en foyer, c'est comme ça que je vis et puis voilà. Mhm. Oui, oui. Ben, tu n'as pas connu autre chose en même temps. Voilà, Ouais. exactement, exactement. Et les années d'adolescence, comment ça se passe pour toi, Paulette? L'adolescence a été très difficile parce que déjà, ayant eu le parcours que j'ai eu enfant, euh, ça m'a laissé des séquelles. Donc, je grandissais avec un mal-être, je grandissais avec des blessures, je grandissais avec l'abandonnement, le rejet, je grandissais avec tout ça en fait. J'essayais de me créer une identité que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Donc, j'avais beaucoup de problèmes d'identité. Mhm. Ayant vécu dans le nord de la France, donc à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'Africains, donc c'était vraiment, on se cherche quoi, on cherche les gens qui nous ressemblent, on cherche la communauté qui nous ressemble, et c'est très difficile en fait parce que je me retrouvais des fois dans des écoles où on était deux. Dans ma classe, j'étais la seule, mais dans l'école, on est deux, trois, donc c'était vraiment difficile de s'identifier dans là où on était en fait. Donc j'ai grandi avec ça déjà, un certain manque d'identité, un mal-être. Dans l'adolescence, ça s'est encore empiré puisque à l'âge de 13 ans, notre mère a réussi à nous sortir du système et au final, elle est décédée. Donc là aussi, c'est un grand choc. J'ai passé une adolescence vraiment où j'ai pas pu faire le deuil de ma mère parce que euh, ma tante ne voulait pas que je pleure ma mère. C'était vraiment, elle est partie, elle est partie. On continue la vie. Donc, j'ai pas eu cet espace-là pour faire le deuil, qui a encore une fois de plus créé beaucoup de choses en moi où je suis devenue, j'ai fait des tentatives de suicide. Je suis passée par une époque où j'entendais des voix, je voulais me tuer. Donc, c'était vraiment très, très, très difficile. Je suis aussi passée par l'anorexie où j'avais arrêté de manger. Je voulais en finir avec ma vie, en fait. Donc, mon adolescence a vraiment été quelque chose de traumatique, si ça se dit en français, pardon. Donc, Yes. c'était quelque chose vraiment de très douloureux. Je me souviens juste que c'est comme si il y avait un nuage noir au-dessus de ma tête, en fait, à chaque fois. Je voyais pas l'issue de secours. Je voyais vraiment pas l'issue de secours. Et pour moi, la seule issue, c'était d'en finir avec ma vie. Donc, c'était mon adolescence un peu. Bon, bien sûr, à l'extérieur, les gens qui me voyaient ne pouvaient pas s'imaginer que je traversais ça dans le secret, mais c'était vraiment, pour moi, j'avais tellement de déchirures que la mort, c'était plus facile, quoi, que de continuer à vivre. Je suis vraiment navrée d'entendre, ben, déjà pour la mort de ta mère, que tu as traversé tout ça. Euh, je sais que dans notre communauté, on ne prend pas le temps souvent de faire le deuil. On pense qu'on peut juste fonctionner et faire fonctionner un enfant, si je puis dire, sans lui laisser le temps et l'espace, parce que chacun fait un deuil, enfin, à sa manière, n'est-ce pas? Et, euh, et des fois, j'ai l'impression
pour avoir lu le livre, que c'était vraiment des rancœurs même qui n'avaient pas à voir avec vous, qui a fait que, par exemple, votre tante ne vous laissait pas vraiment le temps de faire votre deuil, quoi. Et 13 ans, c'est l'âge où l'ancrage, on a besoin d'être ancré parce que c'est un âge, ben voilà, c'est l'adolescence, c'est un âge difficile, quoi. Donc, Ouais. perdre sa maman à ce moment-là, il aurait fallu vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de compassion que de ce que j'ai lu dans le livre, tu n'as pas eu du tout, quoi. Du tout. En vivant en vivant chez la sœur de ta mère. Voilà. Moi-même, j'ai été élevée à un moment donné par mon oncle qui me battait beaucoup. Je me dis, mais c'est quoi, nous, on dit la famille, mais en fait, on maltraite nos enfants, en fait. Mm. Et dans le livre, tu parles de quelque chose de très intéressant où tu n'allais pas bien, mais ta tante ne voulait pas dire à la famille élargie. C'est-à-dire que tu souffrais, elle s'occupait pas forcément de toi, mais elle le disait pas. Enfin, elle gardait l'image, quoi. L'image Voilà. est plus importante que... Ouais, c'est dommage parce que il y aurait eu un suivi psychologique, peut-être, hein, parce qu'il y a que Dieu qui sait, peut-être que dans l'adolescence, j'aurais moins souffert, j'aurais moins, dans même à l'entrée de l'âge adulte, ça aurait été moins difficile aussi pour moi, mais il Et y a pas. est-ce qu'il y avait eu une proposition justement de suivi? Oui, quand j'étais anorexique, le docteur avait proposé de me faire suivre, en fait, puisque l'anorexie, de ce qu'on sait, ça commence, c'est quand même une maladie, pas une maladie mentale, parce que je sais pas comment on dit, mais c'est une maladie qui commence au niveau déjà des émotions, du mental. Donc, il avait proposé de me faire suivre et ma tante n'a pas voulu. Oui, toujours à cause de ces stigmas qu'on a sur la santé mentale. Et puis, alors que, bah, je pense que, ouais, comme tu dis, on ne sait pas, mais peut-être ça aurait quand même permis de mettre les choses à plat. C'est vrai. Mm, mm. Donc, c'est comme ça que tu te construis et tu arrives adolescent, tu te cherches et les relations dans tout ça, parce que bah, à l'adolescence, on commence à un peu Euh, à s'intéresser aux relations, quoi. Ouais. Donc, je parle de mon livre, d'une situation qui s'est passée au foyer. Donc, c'est ce que je disais. En général, l'expérience que j'ai eue au foyer, c'était bien. Mais à l'âge de, je pense, j'avais 8 9 ans, je me suis fait abuser sexuellement dans un des foyers où on était. Et c'est une fille qui s'en est prise à moi. Donc, elle avait 16 ans. Je me souviendrai toujours de son nom, je me souviendrai toujours de son âge, je me souviendrai toujours à quoi elle ressemble. C'est vraiment ancré dans ma tête. Et à ce moment-là, en fait, je me posais beaucoup de questions sur ma sexualité. Est-ce que, bon, ce qu'elle a fait, ça me fait de moi une lesbienne? Est-ce que je vais devenir lesbienne? Donc, beaucoup de questions qu'un enfant va se poser. J'ai vraiment fait un blocage sur ce qui s'est passé, donc j'ai vraiment enfoui dans ma mémoire. Mais je me souviens qu'à l'âge où maintenant les garçons me montraient de l'intérêt, je suis devenue je flirtais beaucoup. Je flirtais beaucoup, ce qui a amené à des situations très dangereuses, bien sûr, parce que quand on flirte, bien sûr, on sait nous-mêmes qu'on n'a pas l'intention d'amener ça à bout. Donc, ça m'a amené dans des situations dangereuses. J'ai commencé à fréquenter les garçons, oui, au collège, mais c'était vraiment, c'était juste tenir la main. C'était vraiment, j'avais pas d'idée de faire plus que tenir la main. Bisous, vraiment, franchement, ouais, voilà, c'était vraiment au minimum. Mon premier amour, je dirais, je l'ai rencontré à l'âge de 17 18 ans. 17 18 ans, et on est quand même resté ensemble un peu longtemps. Mais j'étais pas très pas attirée, je dirais pas attirée, mais j'étais pas vraiment le genre de fille qui voulait avoir un copain. J'étais vraiment focalisée sur mes études. Et voilà,
j'aimais bien, voilà quoi, j'aimais bien l'école, j'aimais bien mes études. Les garçons, oui, on joue. Comme j'étais un peu garçon manqué, donc j'étais, oui, entourée beaucoup de garçons, mais c'était pas au niveau romantique. Je cherchais pas la romance, quoi. Mhm. Ouais, donc voilà. Ouais, tu m'as rappelé une grande question que je voulais te poser parce que dans le livre, en fait, dans ces années un peu turbulentes, il y a tes études, en fait, Mhm, qui se passent ouais. très bien. Tu tiens à tes études. Comment ça t'aide? Parle-nous un peu de ça. Oh, ouais, en fait, étudier, le fait d'être toujours parmi les premières de ma classe, ça m'a toujours, c'était quelque chose qui me rendait fière. C'était les études, c'était, même si je disais que je recherchais mon identité, les études, c'était mon identité. Parce que c'était là où j'excellais, c'était là où je recevais comme on disait, les bons points, où tout le monde enfin, tout le monde, les professeurs venaient pour me donner vraiment des encouragements, c'était vraiment c'était mon, comment on dit, je m'affirmais dans les études, en fait. C'était moi. C'était, voilà, je suis bonne à ça, je continue dans ça. Donc, et puis voilà, quoi, j'aimais trop étudier. C'est un peu bizarre, mais bon, ouais. Non, c'est génial. Ben, la preuve, tu as écrit un livre. Ouais. Ouais, non, c'est bah parce que quand même c'est quelque chose de structurant et je pense que ça te donnait confiance parce que c'est quelque chose que tu arrivais à faire par toi, Mm, tu réussissais bien. Donc c'est oui. important dans la vie d'un enfant, surtout quand c'est comme ça d'avoir ça. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mm. Donc comme le sujet aujourd'hui est violence conjugale, comment comment se passent alors tes relations en tant que femme adulte? En tant que femme adulte, encore une fois de plus, je recherchais pas l'amour, comme on dit per se, je recherchais pas l'amour, Mm. euh, mais je voulais vraiment être tu vois, être dans quelque chose, comme tu as dit, structuré. J'aime beaucoup les choses structurées. Donc, je me suis dit, bon, quand ça viendra, ça viendra, mais je veux quelque chose de vraiment, euh, euh, pas structuré, mais quelque chose de sincère. Mm. Donc, comme j'ai dit, mon premier amour, c'est à l'âge de 17, 18 ans. Et on est resté un peu de temps ensemble, mais bon, au final, ça n'a pas marché. Je suis venue ici en Angleterre. J'avais toujours des sentiments pour lui. On avait eu à parler avant que je parte. Il a aussi exprimé ses sentiments pour moi. Et je me suis dit, bon, si Dieu veut, si Dieu le permet, on se remettra ensemble. Donc, j'étais vraiment pas dans l'optique de rencontrer qui que ce soit. Malheureusement, je me suis liée d'amitié avec quelqu'un au travail et ce garçon a fini par abuser de moi sexuellement. Donc, ça a été ma première expérience. Ça a été ma première expérience sexuelle et une fois de plus, ça a rajouté par-dessus tout ce que je transportais, ça a rajouté encore un bagage de savoir que je, je faisais confiance à ce garçon et qu'il a abusé de moi et que j'ai perdu ma virginité en fait au final et ça m'a fait mal. Je suis vraiment J'ai navrée de l'entendre, Paulette. comment J'ai dit, je suis navrée de l'entendre. ouais, c'était très émotionnel parce que j'en ai pleuré et au final j'ai dit au garçon que on devait se mettre ensemble et il devrait me marier en fait parce que moi vraiment ce que je me suis toujours dit c'est que advienne que pourra mais si je perds ma virginité c'est à mon mari. Tu vois, ça me dérange pas d'avoir des copains mais ma virginité c'est pour mon mari donc une fois que il avait fait ce qu'il a fait donc je me suis dit ben on va rester ensemble et voilà quoi tu vas me marier. On est resté ensemble, mais bien sûr, le fondement de notre relation c'était pas l'amour. Mm. Et le sexe était devenu comme quelque chose pour moi c'était une corvée. C'était une corvée, je faisais parce que je me disais, c'est ce qu'on fait en couple, mais j'avais aucun plaisir, voilà, ça me disait rien. Ensuite, j'ai eu des copains par la suite après avoir fini avec ce garçon-là. J'ai eu des copains et encore une fois de plus, le sexe, ça me disait rien. Donc voilà quoi. Mm. On continue dans mes relations. Voilà quoi. S'il fallait le faire, je le fais. Mais c'est vraiment voilà quoi. Ça me disait rien. J'accordais pas une valeur quelconque à l'acte. Donc c'est comme ça que j'ai vécu. Je suis après tombée enceinte à l'âge de 23 ans. 22 ans, pardon, parce que après j'ai eu 23 ans. Donc je suis tombée enceinte à l'âge de 22 ans et
le gars avec qui j'étais, une fois que je lui ai annoncé, il m'a dit d'avorter. Il m'a dit d'avorter, j'ai dit non. Et ensuite, c'est pas son enfant. Il y a eu tout un drame qui s'est construit, qui m'a vraiment choquée. Donc, une fois de plus, les blessures s'accumulent. Mon père que j'étais venue rejoindre en Angleterre, ne me parlait plus. C'était vraiment... Donc, à cause de la grossesse, Oui, à cause de la grossesse, ouais. Donc, j'ai passé une grossesse terrible où j'étais seule. Émotionnellement, ça n'allait pas. C'était vraiment affreux, quoi. Je le souhaite à personne parce qu'au moment d'aller accoucher, quand on se retrouve seul, personne nous a vraiment dit ce qui allait se passer, bon, à part ce qu'on lit dans les livres, est-ce que la sage-femme vous dit, j'avais pas ce truc-là où une maman va me dire, ok, bon, c'est comme ça, fais ceci, fais cela, une fois que t'as accouché, fais ceci. Donc, j'avais pas eu tous ces conseils-là. Donc, même quand je suis partie à l'hôpital, j'étais à l'hôpital une semaine avant d'accoucher, et c'était pas prévu que j'accouche, en fait, j'ai accouché bien avant que la date qu'on m'avait donnée, mais j'étais pas prête. Donc, j'étais pas prête, mais bon, voilà quoi, on apprend sur le tas. Quand on est après comme ça, il faut gérer ça aussi. Ça aussi, c'est... Exactement. On apprend sur le tas. Dieu merci, ma fille est née, elle était en bonne santé. Elle était vraiment un bébé, on dirait un bébé exemplaire, parce qu'elle pleurait pas. Et c'est comme si elle savait que c'est que elle et moi, donc de pas me stresser quoi. Donc on a vécu ensemble toutes les deux pendant un certain temps jusqu'à ce que je rencontre le père de mon fils. Et c'est de là où ma situation de violence conjugale est arrivée. Donc, avant qu'on commence cette partie-là, tu as dit quelque chose que par rapport à l'accouchement, personne t'a montré ce qu'il fallait faire, comment, tout ce qui vient avec, quoi. J'aimerais même retourner un peu en arrière et dire que même pour les relations, personne t'a montré en fait ce que c'est être amoureux, ce que tu vois, partager ses sentiments, comment on est traité. On t'a pas montré ça non plus. Non, j'ai pas eu cet exemple-là de couple pour me référer en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi quelque chose. Moi je dis, c'est pas pour blâmer, hein, mais je trouve aussi que quand tu parlais de la grossesse, c'est ce moment où tu devais être accompagné, entouré en tout cas. Ça m'a fait penser quand tu as parlé du deuil de ta mère, que c'était aussi un moment où, en fait, tu étais livré à toi-même alors que tu aurais, tu vois. Ouais. J'ai jamais fait le rapport, mais oui, ouais, c'est vrai. Ce moment où on a le plus besoin de la famille, de l'amour, de la force que être entouré, la force que ça donne d'être entouré, ben, c'est vrai, oui. J'ai pas eu ça à ce moment-là. Et donc, comment tu entres dans cette relation abusive? Donc, j'avais un copain, bon, un ex, et après lui, en fait, j'ai dit, bon, je vais passer du temps toute seule. En fait, j'ai besoin de passer du temps toute seule puisque le peu de relations que j'ai eues, c'est pas des relations qui ont abouti d'une manière dont je voulais qu'elles aboutissent. Donc, j'ai dit, je vais prendre du temps toute seule et voilà, quoi, tu vois, profiter de ma vie toute seule. Et je me rappelle, ouais, c'est ce que je disais. Et puis, je pense que c'est peut-être quelques semaines après, je suis partie à une fête où je ne devais pas aller. Mais ma cousine était là et elle voulait aller à la fête. Donc, j'ai dit, OK, bah, allons. Donc, je suis partie avec elle et c'est là où j'ai rencontré le père de mon fils. Au début, ben, tout se passait bien. Je me disais, waouh, c'est vraiment, waouh, j'ai jamais été traitée comme ça. En fait, la façon dont il faisait les choses, je me disais, waouh, c'est différent. C'est bien, il m'accorde de l'importance. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement, des petits exemples? Oui, bon, il m'accordait vraiment rester au téléphone des heures et des heures, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Il me posait des questions, vraiment à chercher à me connaître. Je me rappelle d'une fois spécifiquement, j'étais très malade et il neigeait, donc à Londres, il neigeait et il a marché de chez lui à chez moi, c'est pas trop loin, mais c'est peut-être 45 minutes, 1 heure de marche. Ouais, peut-être 45 minutes. Et il a marché, il est venu juste pour s'assurer que j'ai pris mes médicaments.
Il m'a mis au lit, il a attendu que je m'endorme et après il m'a dit qu'il partait et puis il est parti. Donc c'était vraiment, j'ai dit waouh, tu vois, il a rien essayé de faire. C'était vraiment, je suis venue prendre soin de toi. Et ça m'a épaté quoi. J'ai dit waouh. Mm. Donc il y a des gars comme ça dehors là. Et ouais, j'ai dit waouh, c'est trop bien. Et ouais, donc au début, vraiment, tout se passait bien. C'était normal. Enfin, c'était normal et en même temps, pour moi, je trouvais ça extraordinaire. Parce que justement, je n'avais pas eu ça dans mes relations précédentes. Donc pour moi, c'était extraordinaire. Mais c'est vrai que si on raconte ça à quelqu'un d'autre, la personne te dira, Ouais. c'est normal. Tu vois, qu'est-ce que tu trouves d'extraordinaire? C'est normal. Mais pour moi, c'était un grand wow. Donc, Très important ce point que tu dis. Je pense que pour mm, nous, on n'a pas reçu beaucoup d'amour, justement, et beaucoup de femmes, en fait, qui n'ont pas reçu mhm, d'amour. Quand elles ont un peu d'attention, en fait, elles pensent que c'est de l'amour. mm, Parce qu'on n'a pas reçu, du coup, pour une fois, on a quelqu'un qui s'arrête sur nous, qui nous accorde de ouais, l'attention, tu mhm. vois. Ouais, exactement. Donc, c'est exactement ça. Donc, il m'a accordé l'attention que, que je voulais, que je cherchais peut-être. Mais c'est vrai que j'ai pas vu forcément le truc amour. J'ai juste vu que, waouh, il me montre vraiment l'attention que je cherche, qu'un homme me montre. Et ensuite, malheureusement, ça s'est envenimé. Ça a commencé petit à petit, mais j'ai pas vu les signes en fait. Je me suis basée sur ces trucs, ces petits moments de bien-être qu'il m'offrait. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est des choses normales, mais pour moi, je trouvais ça extraordinaire. Mais ces petits trucs qu'il m'offrait de temps à autre, et c'était pas des choses physiques, c'était vraiment de la présence, être là, et je me disais, waouh, c'est trop bien. Et donc, j'ai pas fait attention aux red flags, comme on dit. Mais aujourd'hui, quand je regarde maintenant comment aux choses, j'ai dit, waouh, j'étais vraiment aveuglée, en fait. Et Et tu il revenait avec, as dû voir, par exemple, oui. comment? Allez, oui, donc, oui, il revenait, par exemple, il était au début de la relation, bon, quand je dis au début, c'était dans les premiers mois, euh, il revenait avec des suçons dans le cou. Et quand je le questionnais, en fait, il me disait, oh non, c'est une copine à lui qui voulait juste voir à quoi ça ressemble un suçon ou quoi. Et puis bon, dans ma naïveté, je disais, ok, mais bon, faut pas refaire quoi. Elle a qu'à aller faire ça chez quelqu'un d'autre quoi. Si t'es en couple, c'est pas des choses à faire à un gars qui est en couple quoi. Donc c'est bizarre. Ensuite, il avait attrapé une maladie sexuellement transmissible et en fait, il m'a accusé. Alors que moi, quand je suis partie faire mes tests, j'étais clean en fait. Et il m'a accusé, il m'a limite insulté, mais pas de vive voix. Il a fait ça sur message Messenger quoi. Ça aussi c'est des red flags. Mais moi j'ai dit bon, ok, ça m'avait quand même choqué, mais après on s'est quand même remis ensemble. Et voilà, c'est pour en citer quelques-uns quoi. J'ai fait le choix de, comme on dit en anglais, de brush it off, en fait, de vraiment faire comme si de rien n'était. Ok, c'est juste un égarement. On reprend le train-train quotidien des choses extraordinaires. Ouais. Ouais, donc voilà. Et comme on ne fait pas face à ce qui se passe exactement, la relation continue et la personne a de plus en plus de l'emprise sur vous, en fait. Hein. Au final, on se retrouve à prendre des coups et on excuse les coups parce que la personne dit pardon, parce que la personne vous dit que c'est la première fois. Ensuite, on se prend des coups et ça devient non, c'est ta faute, tu m'as fait faire ça. Jamais j'ai été violent dans une relation. Voilà quoi. Donc la personne maintenant commence à faire un travail sur le mental, sur la psychologie de l'autre personne, sachant que comme j'ai bien expliqué auparavant, je suis rentrée dans cette relation, j'avais quand même des bagages que j'avais pas dealé avec, donc le brisement, le rejet, l'abandon, le manque d'amour, tout ça, je transportais ça. Et au final, quand un pervers narcissique arrive à voir que vous êtes au plus bas, en fait, il s'en joue aussi. Donc, ça l'aide aussi dans sa quête de pouvoir. Et au final, il vous engloutit. C'est comme si la personne vous engloutit C'est vraiment le complètement. mot, hein, que la personne vous engloutit, quoi, parce que
Et c'est vrai, tu as raison, ces personnes-là entrent dans la vie des femmes quand on est au plus bas, quand on ne se sent pas bien, quand on a l'estime de nous, même quand transporte des bagages, il y a des moments où on se sent quand même bien. Mais quand on a un Mm, coup dur, où on se sent vraiment, on se sent pas bien, quoi. C'est de là où ils profitent comme ça pour entrer dans la vie. Et tu as dit, tu as parlé d'emprise, parce que vraiment, dans ce que tu expliques, c'est vraiment ça. Au début, comme on dit en anglais, putting his best foot forward. Ça veut dire que il te mm, traite comme une princesse, il te sort le grand jeu, en fait. Je crois que c'est pas ouais, lui, c'est juste du cinéma, en réalité. mm, ouais, Et voilà, et puis dans la phase de séduction. Et j'ai fait l'entrevue avec une autre femme qui étudie la psychologie, et puis on parlait de ça. Et elle disait que après cette phase de séduction, c'est la phase d'isolement, mm, isolé. Et après, c'est la phase où on est diminué, où t'es pas bien habillé, où t'as pris du poids, hein, où t'es pas, voilà, mm. des mots pour casser le mental en fait. Oui, 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 exactement, Et puis que après exactement. viennent les coups. Je sais pas si dans ton expérience c'était ça. Euh, à peu près, oui, c'est à peu près ça parce que c'est un mélange de tout. Parce que bien sûr, il y a les étapes, mais les étapes, des fois, elles Mhm. s'entrelacent. Elles s'entrelacent où la personne, elle commence déjà, ah, j'aime pas comment ah, ton ventre, ah, c'est des petits trucs comme ça qui, maintenant, on se regarde, ah, Mhm. et on se dit que, en fait, au final, je suis pas bien. Donc, cette personne-là me fait une faveur de rester avec moi. C'est ce qu'on se dit. Et après aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que les pervers narcissiques, ils aiment aussi savoir votre histoire. Parce que votre histoire les aide aussi dans ce qu'ils veulent faire. Parce que moi, sachant que déjà, bon, à ce moment-là, j'essayais de reconstruire la relation avec mon père. Donc, j'étais quand même déjà assez indépendante, assez isolée. Donc, quand je raconte mon histoire de ceci, cela, la personne comprend que, Mhm. elle est vraiment, je peux vraiment la mallier comme une pâte à modeler, Mhm. quoi. Mhm. Parce que oui, ben oui, en plus tu étais à Londres. Je sais pas si à cette époque-là, tu avais déjà comme beaucoup de d'amis. Tu n'avais pas forcément de la famille. Enfin oui, tu avais la famille de ton père, hein. Mhm. D'ailleurs, ton père, Oui. quand est-ce que tu as reconnecté avec ton père? Après la naissance de ma fille, je pense qu'il était venu à la Mhm. maternité. Je crois 2 jours après, parce que je suis restée quelques jours après avoir accouché. Il est venu, je crois 2 jours après ou le lendemain. Mhm. Et à partir de là, on a essayé et c'était difficile en fait parce que je me suis vue toute seule. Comment déjà j'ai été abandonnée auparavant, maintenant on m'abandonne quand j'étais enceinte. Voilà quoi. Et puis les paroles qui ont été dites aussi, il faut maintenant gérer les paroles qui ont été prononcées sur sa vie. Parce que comme on sait, les parents africains, ils y vont jamais de main morte hein, quand il faut quand il faut vous rappeler d'où vous venez. Ouais. Ils y vont jamais de main morte. Donc, je devais dealer avec ça aussi. C'était petit à petit, hein, c'était vraiment petit à petit, mais j'étais plus focalisée sur mon enfant, sur ce que, voilà quoi, d'essayer de me reconstruire entre Mhm. guillemets. Euh, ça a pris du temps, ça a pris du temps euh, pour qu'on commence à vraiment s'asseoir et parler, s'asseoir dans la même pièce et discuter. Ça avait pris du temps, mais à partir du moment où j'avais commencé la relation, on se parlait, mais pas vraiment. Donc forcément, le pervers narcissique voit que vous n'êtes pas vraiment Mhm. entouré. Ouais, vous n'êtes pas entouré, donc en fait, ouais, voilà, le champ est Mhm. libre. Mhm. Et il y a l'élément de honte aussi, où on n'ose même pas dire ce qui se passe vraiment. Voilà, Ouais. voilà, Et donc, comment ça évolue cette relation? Donc là, ça va crescendo, lui voilà. augmente et tout. Hmm. Donc, ouais, donc la relation, bien sûr, je le dis souvent, hein, les pervers narcissiques, ils sont pas méchants ou violents 24 heures sur 24, en fait. Parce qu'ils savent comment, en fait, c'est comme si je t'attrape, je te serre fort et puis je te jette. Donc, c'est comme ça vraiment qu'on se sent. Je t'attrape, je te serre fort, mais quand tu me serres fort, en fait, c'est tellement ce dont j'ai besoin. Je me nourris de ce moment-là où tu es trop gentil, où tu es vraiment adorable avec moi, où je suis, comme tu as dit, la reine, la princesse.
et après tu m'attrapes, tu me balances. Tu me balances et tu vois, c'est un yo-yo, voilà le terme. C'est vraiment du yo-yo Ouais. émotionnel. C'est du yo-yo émotionnel où on a du mal à savoir, à se positionner soi-même. On se dit, il m'aime pas, il m'aime, il m'aime pas. On, pardon. Ouais, on se dit vraiment, il m'aime pas, et on est tout le temps en train de se poser des questions. En fait, on est vraiment instable au niveau Mm. émotionnel dans cette relation. Donc, j'étais vraiment instable au niveau émotionnel. Et quand on est instable au niveau émotionnel, on a du mal à prendre les bonnes décisions. On a vraiment du mal à prendre les bonnes décisions. Et comme tu as dit, il y a l'élément de honte qui fait aussi que je ne parlais pas de ce que je vivais autour de moi. Donc, il y avait personne pour me donner un conseil ou pour vraiment me dire que, ah, tu vois, ce que tu es en train de vivre, c'est comme ci, c'est comme ça, fais attention. Donc, j'étais vraiment Mm. isolée. J'étais isolée, en même temps, je me sentais isolée par lui et je me sentais isolée. Et de moi-même, je m'isolais parce que il y avait la honte. Mm. Et donc, la relation, elle continuait comme j'ai dit, hein, c'est je t'attrape, je te jette, les coups, les insultes, les, euh, les abus vraiment où vous prenez votre temps, votre cœur pour faire à manger, vous servez la personne se lève et l'assiette est pleine, hein, la personne n'a même pas goûté, la personne met tout à la poubelle devant vous et voilà quoi. Et c'est vraiment Ouais. où la personne du jour au lendemain, elle arrête de vous parler, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de quoi que ce soit, elle arrête de vous parler du jour au lendemain comme ça, ou la personne s'en va pendant des jours, elle donne pas signe de vie, elle disparaît seulement comme ça et réapparaît, voilà quoi. Donc c'était vraiment, comme j'ai dit, un yo-yo Mm. émotionnel Parce que et les des coups. fois, on pense que, par exemple, ça, c'est des choses que je lis, tu vois, je connaissais pas non plus, mais par exemple, on est en couple et puis la personne nous parle pas pendant plusieurs jours, que c'est normal, mais en fait, c'est de l'abus. C'est de Mm. l'abus. Ouais, si, c'est de l'abus parce que la personne, en fait, tu t'arrêtes et tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dit quelque... En fait, maintenant, tu te remets toi-même en question au lieu de voir que c'est la personne qui a un problème, en fait. Mais maintenant, tu es assise, tu te remets en question. Mm. Pendant que la personne, elle continue à faire sa vie, elle continue à s'attendre à ce qu'on prépare, à ce qu'on lave son linge, à ce que la vie continue, en fait, autour d'elle, alors qu'elle veut pas vous adresser un mot. Ah ouais, quand même, hein. Mm. Ah oui, et parce que si on fait pas ce qu'on est censé faire, tu te prends des coups. C'était vraiment, comme j'ai dit, j'avais partagé aussi les histoires de rentrer à 3 heures, 4 heures du matin où on te sort du lit, fais-moi à manger, alors que je travaille le lendemain. Et on se retrouve comme ça dans un engrenage où on ne voit pas l'issue de Mhm. secours. Mhm. Parce que tu vas me faire ça aujourd'hui, 2 jours après, c'est toi qui vas me sortir, qui va tu vois, c'est toi qui va comme on dit, shower with love et tout ça. Bon, quand je dis love, c'est l'amour que eux ils trouvent à Mm. montrer. Mais après, on se rabat sur ces bons moments. On se dit, ah, mais Ouais. non, comme il peut être comme ça, donc je vais attendre. Peut-être que l'amour que je lui montre et que je lui donne sera assez pour qu'il change, en Mhm. fait. Alors que si la personne ne voit même pas qu'elle vous fait du mal, elle n'aura pas ce désir-là de Mhm. changer. Et quand bien même la personne voit qu'elle vous fait du mal, pour elle, il y a l'excuse de c'est ta Mhm. faute. Parce que C'est, c'est toi qui me fais faire c'est une ça. histoire de domination à la fin, en fait. On a pris sur Voilà. quelqu'un d'autre enfin, souvent en psychologie, on dit que ben, justement, les des personnes qui ont la dépendance affective, surtout quand on a des carences affectives, on tombe souvent Mhm. sur ces pervers narcissiques-là et on se dit on va les aimer tellement qu'ils vont changer avec le temps. On s'accroche justement Ouais. à ces petits points de bonheur là parce qu'il y en a quand même, enfin, Mhm. où on se Ouais. sent bien, donc on se dit avec le temps, ben, les autres choses vont partir de la relation et puis on va être que bien. Mais en fait, Voilà, c'est pas ce qui exactement. se passe, quoi. Parce que comme c'est une histoire de domination, si la personne n'est pas bousculée, enfin, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, il se sent, tu vois, il devient enceint du jour au lendemain pour rien, parce que comme Voilà. tu dis, c'est des pervers narcissiques, quoi. Et Mhm. ta Voilà. fille là-dedans, quelle relation avait-il avec elle et comment, enfin, elle est où dans tout ça, dans toute cette violence qui se passe?
Donc, ma fille, au départ, bon, je pense il a pas connu ma fille tout de suite, mais bon, certains diront ça a été rapide. Ensuite, il a voulu que ma fille l'appelle papa. Je me suis battue tant bien que mal. Bon, quand je dis battue, c'est pas physiquement, mais j'ai vraiment mis les points pour dire que elle a son père. Euh, Si elle veut, si c'est ton désir, mais il va falloir que tu te comportes en tant que père. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore les violences, en fait. Il n'y avait pas les violences, il y avait pas, c'était vraiment au début de la relation. Donc, c'était pas, je me suis dit, bon, écoute, son père, le père de ma fille, il n'est pas dans sa vie, c'est vrai. Donc, si tu es là et que tu veux prendre ce rôle-là et que tu sais que tu es apte à prendre ce rôle-là, j'ai dû céder parce qu'au final, ça devenait un sujet de discorde. Et j'ai cédé et j'ai dit, bon, voilà quoi, ma fille a commencé à appeler papa, donc elle connaissait pas son père biologique, donc c'est que lui qu'elle connaissait en tant que père. Elle a vu beaucoup de choses, beaucoup trop de choses qui l'ont traumatisée à elle aussi à son tour, non seulement pour les cris, les coups que je me prenais, mais aussi parce qu'il en est venu aussi à lever la main sur elle. Donc elle a aussi été assez affectée par ça, émotionnellement aussi, parce que il y a du coup insulter l'enfant, vraiment faire sentir l'enfant mal à l'aise, qui font qu'aujourd'hui, bon, elle aussi, elle est en train de se reconstruire, quoi, émotionnellement et mentalement. Mhm. Je sais qu'il y a un point culminant de cette histoire qui t'a fait prendre conscience que tu devais quitter, que, comme tu dis je crois que tu dis ça dans le livre, que si tu ne pars pas, tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes conscience que, waouh, je vais pas m'en sortir ici, là? Mm. Hmm. Ben, en fait, je commençais à développer des symptômes physiques de dépression, vraiment, j'étais pas bien. J'étais pas bien émotionnellement, j'étais vraiment, je me disais, je peux pas vivre comme ça, en fait, où on est tout le temps sur le qui-vive, en fait, on est tout le temps en train d'appréhender qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et ça me donnait du stress, ça me donnait de l'anxiété, ça me donnait des nuits, ça me donnait des nuits blanches. Et j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Je me disais, c'est pas une vie, c'est pas une vie que je suis en train de vivre. Et quitte à me retrouver seule, je préfère être seule, en fait, au final, parce que je suis pas aimée, bien que j'aime la personne, et encore, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Mais je me disais, j'aime la personne, mais au final, je reçois pas ce que je donne, et je reçois pas vraiment l'amour qu'un homme donne à sa, désolé. Et je reçois pas vraiment l'amour qu'un homme donnerait à sa compagne. Et ensuite, bon, comme j'ai dit, à ce moment-là, il y avait les deux enfants, et je me suis dit, je peux pas élever mes enfants dans ce genre d'atmosphère parce qu'ils en ont déjà assez vu. Et maintenant, je veux pas que ce soit un cycle que eux ils répètent. Je veux pas que ce soit quelque chose que ma fille se retrouve dans une relation où elle se fait taper ou que mon fils se retrouve dans une relation où il est en train de taper l'enfant des gens parce que ça me ferait très mal. Et je me suis dit pour mes enfants, premièrement, je me suis dit pour mes enfants. Ensuite, je me suis dit pour moi-même, il faut que j'arrive à prendre une décision. Et donc, un an avant que je dise à la personne que c'était fini, moi, dans ma tête, dans mon cœur, c'était déjà fini, en fait. Et je cherchais juste, en fait, à avoir la force de pouvoir maintenant lui dire que c'est fini. Parce que je voulais vraiment en être sûre et être sûre que je ne retournerai pas en arrière. Oui, parce que quand on a des enfants, c'est difficile. Mais je crois qu'on a sauté une petite étape, la naissance de ton fils. La naissance de mon fils. Donc, on était déjà on était en bon terme. J'avais eu une fausse couche. J'avais une fausse couche et c'était vraiment très traumatique. C'était waouh. Et une fois de plus, je suis sortie de l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, il était super. Quand j'étais à l'hôpital, il était vraiment tous les jours à l'hôpital. Aller amener ma fille à l'école, aller la chercher, la déposer chez sa mère, venir me voir à l'hôpital. Et j'ai dit waouh, super. Tu vois, je retrouvais en fait ce gars-là qui m'avait conquéri, on dira, les années d'avant. Donc j'ai dit ouais, super quoi. Enfin l'année d'avant puisque j'ai eu la fausse couche en 2011 et on s'est rencontrés en 2010.
Donc j'ai dit super, donc je suis sortie. Après je suis sortie de l'hôpital et quand je suis rentrée de l'hôpital, en fait, la maison elle était dans un état. Je me suis retrouvée en fait à faire le ménage quand je suis rentrée de l'hôpital. Ouais, alors que tout ce que je voulais faire, c'est être au lit et dormir. Je me suis retrouvée à faire le ménage. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, ne sois pas trop ne sois pas trop difficile avec lui parce qu'il en a fait beaucoup pendant que j'étais à l'hôpital. Et au final, tu te dis, mais non, en fait, non, parce que c'est le travail d'un partenaire de faire ce qu'il a fait. Donc, bon, bref, j'ai trouvé cette excuse-là pour ne pas me fâcher. Bien que, bon, j'avais pas cette habitude-là non plus de me fâcher, puisque dès que tu pars, tu t'en prends une. Donc, je voulais pas trop créer quoi que ce soit. Et quelques jours après, ben, il a voyagé, monsieur, et a décidé que, voilà, quoi, il avait fait son travail. Il s'en va. Ah ouais. Ouais, donc voilà. Et en janvier 2012, donc je suis tombée enceinte. Je lui ai annoncé, on était bien. Et en février 2012, en fait, il dit qu'il va aller habiter en dehors de Londres. Donc, on habitait ensemble à ce moment-là. Et je me suis dit, wow, ok, bon, les raisons qu'il m'a données, c'était pas trop valide, mais j'ai dit, tu sais quoi, je peux pas l'enfermer à la maison. Donc, il est parti vivre en dehors de Londres. Et ce que je ne savais pas, donc, pour un peu aller jusqu'à la fin, c'est qu'il avait mis une autre fille enceinte. Et elle habitait justement dans la ville où il allait. Et qu'il est rentré, en fait, en ménage avec elle. Et le week-end, il était en ménage avec moi. Donc, c'était... mais je savais pas. Comme j'ai dit, je ne savais pas. Ouais, donc, comme j'ai dit, je ne savais pas. Donc, on continuait dans la vie comme ça. Il a fini par... pour moi, c'était super, en fait, qu'il habite pas à la maison. J'étais bien parce que je pouvais souffler, je pouvais faire ce que je voulais, je préparais ce que je voulais. Il n'y avait pas de menu, tu me fais ci, tu me fais ça quand je rentre, nana. J'étais très bien. Et il est revenu habiter à la maison au mois d'avril, je pense. Et le train-train quotidien a recommencé, les abus, les ceci, les cela. Et il a fini par me taper quand j'étais enceinte, quand j'étais au mois d'avril. Donc, il m'avait attrapé par le cou, étranglé, balancé, et il m'a mis un coup de genou dans le ventre. Oh. Ouais. Donc, ouais, à partir de là, en fait, mon fils, hein, puisque je savais que c'était un garçon, il n'a pas bougé pendant 24 heures, bien que je sois allée à l'hôpital, hein, parce que la police est venue, j'ai appelé la police. Ils m'ont amené à l'hôpital et bien que l'échographie, on a montré que le bébé était bien, ça allait, mais on a dit que bon, c'est un choc. C'est un choc pour un bébé voilà quoi, c'est quand même quelque chose. Déjà, le bébé ressent mes émotions et de se faire maintenant prendre un coup de genou, bien que bon, voilà, c'était quand même assez traumatisant. Donc, le bébé a arrêté de bouger parce que le bébé ça l'a choqué. C'était un choc pour le bébé. Donc, ouais, donc la violence n'a pas arrêté. Étant enceinte, la violence n'a pas arrêté. Ça a continué. Les insultes ont continué. Les mots blessants ont continué. Le jour où j'ai accouché, j'ai fini d'accoucher, hein, mon bébé, je l'ai poussé. Il est maintenant dans le petit berceau, là. Ça me sort... ah, mais t'es encore grosse. Quoi? Je venais d'accoucher. Je viens à peine de pousser le bébé, en fait. Pardon. Donc, je sais pas c'est quelle magie à laquelle il Non, c'était s'attendait. de diminuer puisque, tu vois, c'est des périodes de la vie d'une femme où on est tellement fragile, on a juste besoin d'amour et de compassion. Rien d'autre. Enfin, Ouais. j'imagine pas, j'ai eu 3 filles, enfin, j'imagine même pas qu'on sorte quelque chose comme ça. Mais bon, c'est un pervers narcissique, hein, on va. Voilà. Ouais, donc c'est ça, hein, ça a continué. Et au final, bon, je le dis aussi dans le livre que j'ai appris que le week-end où moi j'étais en train d'accoucher, enfin que j'étais partie à l'hôpital, puisque je suis partie à l'hôpital le samedi, j'ai accouché le dimanche. Lui, le samedi, il est parti à une fête, mais au final, il était parti à une fête avec une fille. Ils étaient très en couple, hein. Quand il s'est présenté à la fête, ils étaient très en couple, hein. Donc voilà, donc il a débarqué à l'hôpital avec les mêmes habits avec lesquels je sais pas ce qu'il a fait. Bon, bref, puisqu'ils ont dormi, c'était une fête dans une maison, ils ont dormi là-bas, il a dormi bien forcément avec elle. Et le jour où il revenait, en fait, je l'appelais puisque moi j'étais prête à accoucher et je savais pas qu'il partait redéposer la fille chez elle dans ma voiture. C'était tout un tralala. Mais ça, je l'ai su encore une fois de plus après. Et ça m'a fait mal parce que j'ai dit, il est venu accueillir son enfant dans le monde avec des habits dans lesquels il a fait ce qu'il avait à faire. Donc en fait, ça m'a un peu dégoûtée. Je me suis dit, Même au waouh. niveau des énergies, n'est-ce pas? Enfin,
C'est un Voilà, ça nouveau-né quand m'a, même, ouais. Ouais, il n'est pas conscient. ouais, j'ai dit, waouh, ok. Oui, après, dans les premières étapes de la vie de mon fils, ben, la violence a continué, hein. C'était ça, puisqu'après, l'autre fille a accouché. On a accouché à 2 semaines d'écart. 2 semaines d'écart. Et même le jour où elle a accouché, il voulait partir, donc le lendemain où elle avait accouché. Et c'était à coup de menaces pour que je lui donne la voiture. Si je lui donne pas la voiture, il va me taper. Euh, Donc tu te dis, mais pourtant il avait juré qu'il n'était pas avec cette fille, qu'il était juste parti pour l'assister. C'est pour ça qu'il était parti vivre là-bas, pour l'assister, parce qu'elle est vraiment toute seule, elle n'a pas de famille, ceci, cela. Et au final, quand on te fait des trucs comme ça, je vais te taper. Je me suis dit, mais vous êtes encore ensemble en fait, parce que c'est assez bizarre la façon dont tu fais les choses et tout. Donc, ouais, comme j'ai dit, la violence ne s'est pas arrêtée là, verbale, physique, ça s'est pas arrêté, donc ça a continué. Et malheureusement, ben, là, il y a un autre enfant qui voit ce qui se passe et un autre enfant qui essaie de protéger son frère. Et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment, je dirais un peu comme dans les films où quand ça commence à monter, ça commence à crier, la grande sœur vient prendre le petit frère parce que moi, mon fils, il avait maintenant pris une habitude où dès que ça commence à crier, il vient pour me voir, en fait, pour voir si je vais bien ou s'il y a quelque chose qui se passe. Et sa sœur qui vient derrière, qui l'attrape et puis ils vont dans la chambre et ils attendent Ça se que ça se calme, que ça se calme. Et moi, j'arrive à voir tout ça, mais la personne qui est dans le moment de faire les choses, elle ne voit pas tout ce qui se passe autour, en fait. Et c'est comme ça, des fois, dans la violence conjugale, les enfants se prennent des coups parce que justement, la personne qui est violente ne voit pas tout ce qui se passe aux alentours. Ouais, des fois, ça peut Ouais. être très grave. L'enfant qui vient pour protéger la maman ou la personne qui reçoit la violence et qui se prend un coup, enfin, un coup d'adulte, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Donc, Ouais. à quel moment tu as eu, je sais pas si tu as eu un déclic que t'as dit 1 an avant, mais tu te rappelles ce qui a fait que tu te dis, I'm done with this. Oh, non, je me souviens pas d'un déclic spécifique, mais je me souviens juste me poser la question, en fait, m'être posé la question, est-ce que de la manière dont les choses sont en train d'aller, est-ce que dans 1 an, 2 ans, euh, je me vois toujours en fait être là en train d'avoir peur dans ma propre maison, j'ai peur. Dès qu'il hausse le ton, j'ai peur. Donc, est-ce que je me voyais vraiment vivre dans des années de plus dans ce genre de cadre, en fait, parce que je voyais que mon état de santé était en train de se détériorer. Donc, je me suis dit, mais au final, non. Mm. Pourquoi? Pourquoi ça, Tu as ça vaut pas parlé la de la peine? Ça vaut dépression pas tout la à peine. l'heure. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont développées au fil des années? Oui, hein, j'ai développé de l'eczéma. Et le docteur a expliqué en fait que c'est l'eczéma dû au stress. J'avais des plaques en fait sur le corps qui étaient des plaques, bon comme je suis de couleur marron, les plaques étaient un peu plus foncées que ma couleur de peau, mais c'était vraiment des plaques et je ressemblais vraiment à un léopard. Je ressemblais à un léopard, mais les plaques ne venaient pas, en fait, de la tête au cou, j'avais rien, et à partir du torseau jusqu'aux cuisses, j'avais des plaques. Et le docteur m'a dit, ah, mais c'est des plaques liées au stress, c'est de l'eczéma lié au stress. Et j'ai dit, waouh. Ensuite, quand je dormais, en fait, je dormais tellement crispée que je me réveillais, j'avais mal à mes os. Je dormais en fait, avec les mains en point. Sans même le savoir, hein, je dormais les mains en point, serrées, mais vraiment serrées. Et quand je me réveillais, en fait, j'avais mal aux mains. J'avais vraiment mal. J'ai tiré mes doigts, mais ça me faisait super mal. Et ça, encore une fois de plus, c'est lié au stress, c'est lié à l'anxiété. Et je voyais vraiment que, attends, tout ça, c'est en train d'arriver. Déjà, je savais que j'étais dépressive. Je savais que ça Mhm. n'allait pas. Et donc, je me suis dit, ben, écoute, et je me suis dit, soit ce gars, un jour, il va me tuer, soit mon état de santé va m'amener à l'hôpital et pourquoi pas dans ma tombe, quoi. Parce que là, c'est vraiment pas la vie que je rêvais. Et je préfère être seule que vivre, en fait, dans ce qu'il est en train de me Ouais. faire vivre. Mm. Mais aujourd'hui, Paulette, ça fait combien de temps cette histoire déjà? Comment tu te Août sortis de là? 2016. Voilà.
il faut quand même, je pense que c'est important parce que c'est pas facile de partir. Non, c'est pas facile du tout. Donc, la dernière fois qu'il a mis la main sur moi, en fait, j'ai décidé de partir chez mes parents et, euh, et de tout leur dire, en fait, de tout leur dire parce qu'ils n'étaient pas au courant. Comme ils m'ont dit, ils ont entendu des rumeurs, mais vu que j'étais jamais venue les voir, ils ont laissé ça. Ils ont laissé ça. Bon, c'est dommage qu'ils m'aient jamais vraiment demandé parce que peut-être que s'ils m'auraient confronté, peut-être que j'aurais dit depuis ce qui s'était passé. Mais bon, c'est la vie, on fait avec. Et ensuite, en fait, je lui ai dit de quitter et ça a pris quelques jours pour qu'il quitte la maison. Il voulait pas quitter. Je veux te voir, je veux qu'on parle, je quitterai pas tant que tu viens, tant que tu m'écoutes pas ou quoi ou qu'est-ce. Donc c'était vraiment très très difficile parce que maintenant je me retrouvais à batailler avec lui par message et ça me stressait encore plus parce que je voulais rentrer chez moi. Là, je suis chez mes parents, j'ai pas mon confort, mes enfants sont là. Je voulais rentrer chez moi et en fait, il me stressait. Sa mère m'a appelé, oh non, faut pas. Non, j'ai dit non, en fait, vous savez très bien ce qui se passe. Et encore, sa mère, elle savait parce que je lui en avais un peu parlé. Donc là, personne peut venir maintenant me raisonner pour me dire de retourner, de l'écouter parce que tout ce qu'il va faire, c'est essayer de m'amadouer et je ne veux pas, en fait, je ne veux plus écouter parce qu'il a fait plusieurs fois ces trucs de m'amadouer. Mais je lui ai jamais dit que c'était fini. Et je lui avais toujours dit que quand je dis que c'est fini, c'est que vraiment j'y ai réfléchi. C'est pas une crise juste pour te faire prendre conscience. C'est vraiment que c'est fini. Donc au final, j'ai dû appeler la police. La police est partie là-bas, mais comme ils ont dit que bon, ils ont pas le droit de casser la porte ou je sais plus ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il faut attendre seulement qu'ils partent. Le lendemain, on est venu, je me rappelle avec ma cousine, on était comme si on faisait des ninjas, parce qu'ils partaient au travail. Donc, quand on est venu, on s'est caché, on est monté à l'étage du dessus, on l'a vu partir, on est vite rentré dans la maison, on a appelé le serrurier. C'était vraiment un truc, laisse tomber, quoi. Mais il est parti. Mais après ça, bon, il voulait toujours me parler et au final, peut-être une semaine après, j'ai dit, OK, bon, on n'a qu'à parler. Mais c'était vraiment dans le but pour moi, c'était dans le but de c'est fini pour encore lui redire encore en face que c'est fini. Et non, pour lui, c'était vraiment, oh non, c'est la dernière fois, s'il te plaît, donne-moi une autre chance, ceci, cela. Et à un moment, je me disais, pourquoi pas? Tu vois, je me disais, ouais, pourquoi pas? Là, vraiment, on dirait qu'il a compris. Et j'ai dit non, Paulette, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu sais pas ce qui t'attend au tournant. Tu sais pas. Donc, j'ai vraiment pris sur moi. Mais comme je dis aussi, il y a les liens, l'attachement qui est toujours là. Donc, au final, de temps à autre, oui, tu te prends dans les bras. De temps à autre, tu laisses la personne t'embrasser. Et c'était comme ça. Après, au bout d'un moment, quelques mois après, j'ai dit non. Parce que si je continue à faire ça, au final, il va se retrouver dans ma maison. Une fois de plus, on est encore en train d'habiter ensemble et tu sais pas comment la personne est arrivée encore sous ton toit. Donc, j'ai dit non. Il faut vraiment que je mette fin à tout contact physique et vraiment lui montrer que moi, j'avance et toi aussi, tu n'as qu'à avancer de ton côté. Si j'étais tellement mauvaise pour toi, va chercher la personne qui est tellement bien pour toi. Et puis voilà, je te souhaite le meilleur et on avance. Wow, oui. Non, j'imagine pas la force qu'il t'a fallu justement pour faire cette coupure nette. Mais bravo à toi, vraiment. Bravo de l'avoir fait. Merci. Justement, la question m'est revenue, c'était par rapport à l'entourage. Qui savait pas, et les gens, si quelqu'un savait, qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce que, enfin, tu penses que tu as été aidé un peu pour ceux qui savaient? Ou tout le monde a gardé le silence? En fait, j'ai pas parlé, dès le départ, j'ai pas vraiment parlé de ce qui se passait. Mais j'ai eu à mentionner à ma grande sœur. Ma grande sœur, elle est très tac au tac, donc elle s'en est beaucoup mêlée. Au final, il a réussi à me faire penser que ma sœur, voilà, elle voulait pas notre bien et tout, donc j'en ai voulu à ma sœur. Et après, je lui disais plus rien en fait parce que je me disais tu vas gâcher mon couple et tout ça. Bon, c'est bien sûr la personne qui a travaillé sur ton mental pour te faire croire que voilà quoi, ta sœur elle te veut pas du bien. Mais ouais, ma sœur elle me disait de quitte-le, ça en vaut pas la peine. Donc ouais, et puis après j'ai une copine aussi à qui je me suis ouverte, pareil. Elle me disait de le quitter, de vraiment
me valoriser plus que de me donner plus de valeur que ce qu'elle voyait que je me donnais, parce que il était pas gentil. Même quand j'avais des invités, c'est pas le gars qui va rester avec vous, qui va parler avec vous au salon. Non, direct les invités viennent, il va dans la chambre, il s'enferme jusqu'à ce que les invités partent. Donc c'était un peu les gens qui venaient chez moi, c'était vraiment, ça les mettait un peu assez mal à l'aise, quoi. Mais la fille à qui je avais dit, elle aussi pareil, elle a eu à lui en toucher deux mots. Et au final aussi pareil, hein, comment ça, tu m'as pas défendu, nanana. Après, bon, la fille, je lui parlais pas forcément de ce qui se passait chez moi, quoi. Mais les gens qui ont su, ils étaient très peu, mais ils ont essayé, ils ont essayé. Mais moi, j'étais Oui, on tellement n'est pas prêt. investi. Voilà, j'étais pas prête et j'étais tellement investie à ce que, tu vois, de prouver aussi, de dire aux gens que je vais vous montrer, il peut changer. Je veux vous montrer le gars que moi je vois aussi de temps en temps, tu vois. Et quand tu dis prouver, là, ça me fait venir une question. Tu penses que Mm. tu voulais aussi te prouver à toi-même que tu pouvais réussir à créer une vie de famille? Voilà, ouais. Je veux prouver aux gens parce que bien sûr j'étais femme seule, j'avais un enfant, les gens parlent dans la communauté, ça parle, hein, et maintenant après tu te retrouves femme seule avec deux enfants, hein, ça va continuer à parler. Donc j'ai dit non, je vais supporter et je vais vous prouver que voilà quoi, je suis pas une fille qui, tu vois, je peux pas dire j'ai jamais vraiment. Moi j'ai toujours été cette fille là où je fais travail maison, église maison. Je suis pas une fille qui couche à droite à gauche. Mais dans la communauté, une fois que tu as un enfant que tu as un enfant que tu élèves seul, tu deviens cette fille légère, une fille légère ou je sais pas quoi, alors qu'ils connaissent même pas ta vie, tu vois. Et moi, j'aimais pas entendre ça. Et encore, tu vois, avoir un enfant avec ce gars-là et me séparer de lui, je me disais, ça va en rajouter encore plus. Et voilà, donc j'ai dit non. Je vais vous montrer que c'est pas la Je suis vie, pas cette voilà quoi. personne que vous croyez que je Voilà suis. que vous pensez que je suis. Enfin, maintenant, avec du recul, s'il y a quelqu'un qui est dans ça, justement, qui a ce poids qui pèse, une femme qui est dans cette situation avec ce poids-là, de la honte, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que tu lui dirais, Paulette? L'opinion des gens, l'opinion des gens, ça sert vraiment à rien. Faut vraiment pas se baser sur l'opinion des gens parce que les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, mais ils sont pas dans la situation, en fait. Ils donnent leur avis en tant que spectateurs, mais si on leur donnait le même poids, si on leur donnait la même situation, ces gens-là même, ils vont fuir. Ces gens même vont fuir. L'opinion des gens, si on écoutait l'opinion des gens, on serait enfermés tous chez soi, quoi, parce que au final, tu sors, ton voisin te regarde, il a une opinion, tu passes dans la rue, ton boulanger a une opinion. Mm. Non, non, au final, non, parce que quand tu meurs, c'est les premiers à dire, oh, elle était gentille, elle était ceci, mais derrière, vous avez dit trop de choses qui ne coïncidaient pas avec la personne que je suis. Donc, votre opinion, si vous n'êtes pas Dieu, si vous n'êtes pas le créateur de toutes choses, ça ne m'intéresse même pas. Wow. Tu as raison, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Leur opinion, c'est leur problème et puis on doit s'occuper de nous, notre Mm. opinion de nous-mêmes déjà. Voilà, Voilà, notre estime et exactement, tout. exactement. Donc tu disais tout à l'heure que ça s'est passé en 2016, cette histoire. Donc Oui. aujourd'hui, Paulette, tu es dans quel état d'esprit? Comment tu t'es reconstruite après cette histoire? Aujourd'hui, je suis bien. J'avoue que quand même, on est encore en train de dealer avec les répercussions parce que c'est quand même près de 6 années qui ont été qui ont été traumatisantes, qui ont été traumatisantes en soi. Donc, c'est pas en l'espace d'un clin d'œil que tout va aller mieux, que super, on va tous bien parce que bon, déjà, quand j'ai quitté la relation, je me suis focalisée sur le bien-être des enfants. Donc, j'ai cherché vraiment à ce que les enfants reçoivent l'aide psychologique dont ils ont besoin. Parce que je peux pas dire qu'ils avaient besoin, je dis qu'ils ont besoin parce que ça fait 5 ans, mais chaque année, en fait, il y a quelque chose qui ressurgit et ils sont suivis. Mes enfants sont suivis, ça fait 2 ans qu'ils sont suivis. Donc, on fait de la thérapie, ils font la thérapie séparément et on fait la thérapie de famille. Donc, chacun voit son thérapeute
et après on fait la thérapie en famille pour pouvoir discuter de certaines choses, ce qui est trop bien, c'est vraiment bien et je conseille la thérapie et franchement je conseille. Pour moi, en tant que chrétienne, Dieu a joué un grand rôle dans ma guérison. Mais la guérison, comme je dis souvent, c'est pas une destination, c'est un chemin, c'est un parcours. Donc comment on dit, gentle. You have to be gentle with yourself. Donc tu dois prendre chaque étape comme elle vient. Et surtout faire face à ses émotions, parce que des fois non, c'est du passé, je peux pas me sentir comme ça, mais non, si l'émotion ressurgit, c'est que il y a quelque chose qui n'a pas été bien dealt with. Oui, J'arrive pas à dire en n'a pas été français. affronté. Tu as dit quelque chose que j'adore, c'est Voilà. le pourquoi même de ce podcast, qu'on dit c'est le passé, parce que dans notre communauté, on est très... Ah, tu parles encore de ça, c'est le passé, de toi d'il y a 5 ans. Il faut savoir qu'avec les traumatismes, quand c'est pas résolu, tu vas voir une dame de 80 ans qui pleure l'amour de sa maman quand elle avait 3 ans, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas digéré, elle n'a pas résolu. Même qu'elle a 80 ans, là, ça lui reste. Elle va parler, elle va encore pleurer des larmes. Parce que c'est comme ça reste, en fait. Ouais. Donc, il faut affronter, tu l'as dit, il faut affronter ses émotions. Il faut pas se dire que c'est le passé. C'est ça. Ouais. Après, on fait le deuil de la relation parce on avait un idéal de la relation. Donc, on doit aussi faire le deuil de la relation. C'est fini, c'est fini. Tout ce que la relation m'a apporté de bénéfique, tu prends tu essaies de vraiment faire la part des choses. Donc, pour moi, j'ai vraiment pris le temps de faire la part des choses. Je fais toujours la part des choses. Bien que j'ai fait de la thérapie dans le passé, mais j'étais pas ouverte comme je suis aujourd'hui. Donc, le thérapeute que j'avais vu dans le passé, je lui disais pas la vérité. C'est pas que je mentais, mais je lui disais pas la vérité sur toute chose. Donc, forcément, si on dit la moitié de la vérité, on reçoit la moitié du service. Donc, il a pu m'aider comme il a pu m'aider, mais au final, ça m'a pas vraiment aidé puisque je n'ai pas exposé ce que je traversais. Donc là, je me suis référée encore pour faire de la thérapie parce que je trouve que voilà, je me suis occupée des enfants, c'est bien, mais maintenant il faut que moi aussi je prenne le temps pour bien aller dans les profondeurs et vraiment guérir dans les profondeurs et pas qu'en surface. Et je fais tout ce travail, comme j'ai dit, je suis chrétienne, donc je fais ça aussi avec Dieu dans la prière et tout ça. Mais je conseillerais aussi aux chrétiens il y a une raison pourquoi Dieu a fait qu'il y ait des thérapies sur la terre. Toute chose a une raison. Dieu, il n'est pas un Dieu qui est illogique, en fait. S'il n'avait pas besoin de thérapie sur la terre, il n'aurait pas donné la notion de thérapie et l'intelligence de thérapie, en fait. Donc, il nous aide, oui, au niveau spirituel, mais il y a aussi un besoin d'aller faire la thérapie. Donc, aux chrétiens, franchement, je vous conseille de chercher la thérapie aussi, de pas que dire Dieu va m'aider. Oui, Dieu, il aide, c'est pas un problème, je ne dis pas ça. Mais il nous a mis aussi de l'aide physique aussi sur cette terre qui est le thérapeute, le counselor, qui pourrait aussi, bien sûr que Dieu aussi utilise pour approfondir la guérison de l'âme et voilà quoi. Donc on se reconstruit, moi je vais bien, j'ai pardonné en tout cas, j'ai eu à lui dire aussi que je le pardonnais. Je me suis pardonnée aussi pour les choix que j'ai faits parce qu'aussi il faut prendre conscience que de la responsabilité de la part qu'on joue aussi dans une relation parce que il n'était pas tout seul dans la relation, j'étais aussi là, j'ai aussi participé, j'ai aussi ma part à jouer dans ça. Bien sûr, je ne dis pas que les coups que j'ai reçus c'était ma faute, non, du tout. Mais j'aurais pu partir quand Dieu m'a montré plusieurs issues de secours. J'ai choisi de ne pas regarder. C'est comme si on vous montre la porte et vous regardez vers le mur, quoi. Donc, forcément, vous n'allez pas voir que la porte est ouverte. Vous allez seulement voir le mur. Et le mur, bien sûr, il n'y a pas de porte sur le mur. Donc, voilà, c'est juste maintenant un travail que je fais. Le livre m'a beaucoup aidé à guérir. Notamment le fait de repartir dans l'enfance et de voir que mon enfance a eu l'impact qu'il a eu sur l'adulte que je suis devenue. Et c'est tout ça, c'est un travail. Et comme j'ai dit, c'est pas une destination, c'est un chemin. Donc je fais le chemin, je fais la part des choses et je mets tout, en tout cas tout de mon côté pour pouvoir réussir. Ah, c'est donc, génial. C'est ça. Je t'ai dit l'autre jour que you're a cycle breaker. Je vais essayer de traduire ça en français, que tu es quelqu'un, tu brises les cycles ou les
comment dire, oui, les cycles intergénérationnels dans ta famille parce que tu as pris Mhm. l'initiative de te guérir, tu donnes une vraie chance à tes enfants pour leur futur parce que tu as réalisé ce qui s'est passé et là, ils sont en train de se guérir. Et là, tu te dis, bon, la première fois que j'ai fait la thérapie, c'est normal aussi que tu t'es pas ouverte. Tu ne fais pas confiance, c'est normal. Donc maintenant, tu te dis, bon, maintenant, je suis dans un autre état d'esprit. Je suis prête à faire une guérison en profondeur. C'est tout ton message, je le trouve très, très encourageant et très beau. Et ça se voit que tu as fait déjà un grand travail sur toi-même. J'ai écrit mon livre aussi, c'est tellement difficile. J'ai dû laisser là parce que voilà, c'est vraiment dur. Comment c'était d'écrire ce livre? Parce que moi, je veux relire le chapitre, là, je commence à pleurer, donc je laisse, mais Ouais. Non, c'est difficile. Un livre sur sa vie, c'est difficile. C'est vraiment moi, comme j'ai dit, j'ai laissé Dieu me guider. Le livre aurait été plus, il aurait été plus gros que ça aurait été comme une encyclopédie, en fait, si j'avais vraiment écrit tout. Mais je demandais à Dieu, est-ce que ça je l'écris pas? Est-ce que ça vaut la peine? Comment tu veux que je donne les détails? Est-ce que je vais dans la profondeur? Est-ce que je survole, mais en m'assurant que la personne a compris? Donc, je me suis laissée guider, mais comme je dis souvent aussi pareil, j'écrivais, je pleurais, je m'arrêtais pendant des semaines, voire des mois, et voilà quoi, je me disais, waouh, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre à nu devant les gens? Parce que là, c'est ma vie, les gens vont savoir, il y a des choses que j'ai écrites là-bas que personne ne connaît, ne connaissait, puisque là, maintenant, c'est écrit, ça y est. Donc, je me disais, me mettre à nu comme ça, c'est pas naturel, en fait, pour moi, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, j'expose pas trop ma vie, mais là, c'est vraiment un truc où je suis exposée. Et j'avais peur, même jusqu'à ce que je clique publier, je me disais waouh, waouh, waouh. Et j'ai dit, bon, Paulette, sinon tu le feras jamais. Et j'ai cliqué publier, j'ai dit, ça y est, c'est fait. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai que j'aurais pu retourner et ne pas le publier, mais j'ai dit non, je me tiens à ce que j'ai choisi, ce que j'ai promis entre Dieu et moi, ce que j'ai promis de faire, je m'en tiens et j'y vais, je le, comment on dit en français? Et je le fais jusqu'au oui, bout, en oui. fait. C'est Voilà. c'est un message pour nous et pour l'humanité. Et c'était devenu plus fort que tes peurs, en fait. C'est génial. Voilà. Ouais, ouais. Donc, on va bientôt terminer l'entrevue. Je sais que tu milites je crois, dans des associations, hein. Euh, Oui, en fait, je fais pas forcément partie de l'organisation, mais c'est une organisation avec laquelle je fais des relevés de fonds au mois d'octobre, qui est le mois National Domestic Violence Awareness Month. Donc, je m'associe à cette organisation-là parce que c'est une association justement qui aide les femmes à se remettre, à se reconstruire par le biais de thérapie ou s'il y a d'autres conseils à donner, ils font vraiment la part des choses. Et là, justement, là, je refais la thérapie avec eux, justement. Donc, je tiens vraiment à les soutenir parce que je vois que ça aide. Et ça aide et les oui, femmes en ont besoin, les enfants en ont besoin. Et bon, c'est une organisation pour les femmes, donc bien sûr, s'il y a des hommes aussi qui sont battus, hein, donc ça, je n'en disconviens pas. Mais les hommes, bien sûr, ils ont leur propre organisation. Mais en tant que femme, je soutiens cette organisation-là. Vraiment, et je prends le temps de sensibiliser les gens sur la violence conjugale peut-être un peu plus au mois d'octobre, mais durant toute l'année, je vraiment, par-ci, par-là, je vais en parler et voilà quoi, je partage le message et je m'assure que le mhm, message passe oui. bien. Non, merci beaucoup. C'est une chance inouïe, ben, que tu te sois guéri au point où tu peux partager ce message parce que ça éclaire tout le monde en fait. Et des personnes qui passent par là vont se sentir moins seules. Et des fois, ça commence par ça. Juste te dire que Voilà. c'est pas de ma faute, je ne suis pas la seule à vivre ça. Déjà, ça, tu vois, humainement, quoi, ça fortifie. Et ça peut montrer Mm. le chemin à beaucoup de
ouais, Oui, c'est vrai. de trouver leur guérison. Euh, Quand tu regardes maintenant tout là, globally, n'est-ce pas, toute ta vie là, quelle part ton enfance en fait a joué, parce que le podcast s'appelle Surmonter son passé, quelle part ton enfance a joué euh, justement sur ce qui est arrivé après, à l'âge adulte avec. Oh, je trouve que mon enfance a beaucoup, beaucoup joué puisque le manque d'amour, le rejet, l'abandonnement, tout ce par quoi je suis passée en fait dans l'enfance a été comment on dit, comme un Mm, cachet sur ma vie en fait. Ça a bâti un certain trait de caractère en moi qui fait que oui, c'est vrai que quand je regarde dans mon passé, quand j'avais des amis, j'étais très protectrice, pas protectrice, mais j'étais très accrochée. Je m'accrochais vite aux gens. Je m'accrochais vite aux gens et bon, pour moi, c'était normal. Mais quand je regarde maintenant, je me dis, ah, c'est parce qu'en fait, j'étais tellement déstabilisée dans mon enfance que dès que je trouvais un repère, je m'accrochais à ce repère-là. Et je m'accrochais jalousement. J'étais le genre d'enfant, ma meilleure amie ne peut pas avoir d'autres amis. Donc c'était comme ça parce que je gardais jalousement en fait ce qui était à moi parce que moi au final c'est comme si mm, j'appartenais à personne. En passant de maison à maison, j'appartenais à personne, j'appartenais à l'État. Comme on dit chez nous, c'est vous êtes des enfants de l'État. C'est l'État qui vous place là, c'est l'État qui vous replace là-bas, c'est voilà, c'était un peu comme ça. Donc tout ce manque de que j'avais dans mon enfance, ce que je n'ai pas reçu, ce que je désirais, a fait que dans l'âge adulte, j'ai fait des choix, bien évidemment, qui reflétaient ce manque d'amour, qui reflétaient la peur d'être rejeté, qui reflétaient la peur d'être abandonné une fois de plus. Et on tombe toujours dans les bras de gens qui, bien sûr, vont abuser de ça, ou de gens qui eux-mêmes sont blessés, donc forcément, ils n'arrivent pas à vous donner ce que vous désirez. Donc c'est pour ça aussi j'ai eu certaines relations qui n'ont pas duré parce qu'au final, on se retrouve à demander trop l'un de l'autre parce que j'ai mon manque, t'as ton manque, mais notre manque, en quelque sorte, il est le même. Donc si moi, j'ai pas reçu ça, je ne sais pas comment te le donner. Et toi, la même chose, t'as pas reçu, donc je sais pas comment me le donner. Et forcément, au bout d'un moment, j'arriverai pas à continuer avec toi. Donc, l'enfance joue un rôle bien sûr, comment je dirais, mm, façonner, déjà façonner notre idée de l'amour, façonner notre idée de la relation avec les autres. Et quand je dis la relation avec les autres, c'est pas seulement la relation amoureuse, mais c'est la relation, comment mm. on relate avec les autres, comment Entrer on en arrive à, relation, quoi, avec. entrer en relation avec les autres. Est-ce que c'est l'amour vraiment qui nous fait nous mettre en relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est les points communs? Est-ce que c'est voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on nous inculque en âge enfant en fait. Mais quand tu passes d'un foyer à un autre, d'une maison d'accueil à un autre, tu reçois différentes choses. Et encore, les gens dans les foyers, ils sont pas là Mm, pour ils sont là pour juste faire en sorte que vous soyez bien, que vous mangez, que mm, vous soyez vêtus. Mais personne va s'asseoir pour ouais, faire l'éducation de la vie. ouais. Donc, forcément, l'éducation de la vie, maintenant, tu l'apprends, vous l'apprenez entre vous, entre enfants, ou parce que bien sûr, dans les foyers, vous avez différents âges. Donc, s'il y a des ados, vous êtes encore des enfants, les ados, vous allez les voir faire certaines choses. Ça va maintenant être ancré en vous. Après, vous partez dans des maisons des familles, vous êtes là comme vous n'avez jamais vraiment vécu en famille. C'est un peu bizarre. Et ils essaient de vous accueillir dans leur famille, mais comme j'ai jamais vraiment vécu en famille, ça me dit rien. Les Mm, câlins, les ceci, les cela, ça me dit rien du tout. mm, Donc, mm, c'est ouais. Et forcément à l'âge adulte, moi je suis pas très câlin avec ma fille. Je fais l'effort parce que je vois que mhm. c'est important. Mais ma fille, elle vous dira, j'étais Ouais. vraiment ça me et même mon père quand on a reconstruit les câlins, les ceci, les cela, je suis pas dedans. Mm. C'est pas mon truc parce que j'ai Non, pas grandi non, comme non, ça. ouais, Voilà. je, ouais, ouais, it's a real struggle en tant que maman. Je prends sur moi, je fais, mais, ouais, parce que je sais Hmm. que, Voilà, n'est-ce pas? c'est ça, c'est vrai. Et, et ça fait mal parce qu'en fait, on se dit, tu prends sur toi pour faire un câlin, mais tu te dis, mais c'est quelque chose de Oui, normal en oui, fait. oui, mais ça vient avec Mm, la confiance et, n'est-ce pas, le nurture. voilà. Et Oprah dit souvent, on, on- chez nous, dans la communauté noire américaine, je pense aussi en Afrique, qu'on pense que les enfants ne voient rien, ils ne savent rien, comme si
ont des clean slates. Enfin, ils voient absolument rien, quoi. Mais Oprah dit, les premières années de vie, là, c'est aussi montré en psychologie, jusqu'à 7 ans, c'est ça qui façonne Ouais. l'adulte qu'on va devenir, en fait. Moi, dans notre communauté, on Ouais. fait comme si l'enfant n'est pas là. On va dire des choses terribles. On va ignorer l'enfant. On va faire des réunions de famille. On va dire des choses innommables. L'enfant est en train d'écouter. Comme si, en fait, on oublie. Mais en fait, on n'oublie pas. On oublie. Moi, je me rappelle des choses qui sont Ouais. arrivées quand Ça j'avais reste. 3 ans et demi. Hein. Quand je dis à ma fille, hein, et tout, tu vois. Mm. J'ai dit, mais oui, parce qu'un enfant, c'est ça. Donc, voilà. Il faut qu'on traite mieux nos enfants. C'est ce que je dis souvent. Il faut oui, C'est qu'on fasse important. l'effort, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot avant que, un dernier mot, le mot de la fin? Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui t'écoutent? En tout cas, bon, c'est quelque chose que je répète et que j'aime beaucoup. Dire qu'en fait, le début de notre vie ne justifie pas la fin. Que notre destinée, elle est entre les mains de Dieu. Et malgré les faux départs, Dieu est capable de racheter le temps perdu. Il est capable de racheter les années perdues, les expériences qu'on a eues. Il est capable de les utiliser pour pouvoir maintenant encourager les autres. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans la situation où qu'on en sort et on voit vraiment que le trou noir devant nous, en fait, on voit pas que comment est-ce que le fait que j'ai été abusée, ça peut aider quelqu'un d'autre. Mais au final, me retrouver à en parler, je vois que, waouh, il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Et je me croyais vraiment seule. Moi, comme tu as dit au départ, des fois, on pense vraiment qu'on est seul dans notre situation. Mais en parler fait que les autres sortent aussi de leur silence. Ça aide les gens à sortir de leur silence. Ça aide les gens à sortir de la honte. Ça aide les gens à trouver la force même de sortir de là où elles sont. De se dire que je préfère être seule que mal accompagnée. C'est un dicton, mais c'est un vrai dicton. Parce que quand on est mal accompagné, on finit mal. Donc, ce que j'aimerais dire à la femme en général, c'est que valorise-toi. N'attends pas que quelqu'un vienne te valoriser. Le mariage n'est pas une finalité. C'est pas avoir un homme dans sa vie qui donne de la valeur à une femme. Tel que tu as été créé, tu as de la valeur. Et si tu doutes de ta valeur, il faut être entouré de gens qui vont parler et te dire ta valeur. Et pas la valeur selon eux, comment on dit, wishful thinking, mais la valeur telle qu'elle est. Tu es une femme grosse, maigre, whatever, parce que les gens beaucoup se basent sur la taille de, oh, tu as une belle taille et ceci. Non. Quel que soit ce que tu as, quel que soit le handicap, quel que soit le passé, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et tu as un futur, tu as une destinée qui est bien plus grande que la situation qui a essayé de t'écraser. Donc, c'est mon message. Merci beaucoup. Merci. Paulette Montero sur Surmonter son passé. Merci beaucoup, Paulette. Et à bientôt.